Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix in MotoGP. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 78 de C'est qui en pôle, c'est Cyril, et ce soir avec moi, Steph, comment ça va ? Eh bien, tout à fait bien. C'était un chouette week-end, on peut le dire, hormis la chute de Rossi, mais ça on en reparlera. Ah, c'était un beau week-end qui a rééquilibré un petit peu les forces, donc c'était assez sympa. Donc on va parler aujourd'hui donc du 8e Grand Prix de cette saison 2020, donc qui s'est tenu à Misano pour le deuxième week-end, et c'était le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc voilà, on va en parler rapidement. Alors comme d'habitude, on avait le jeu pour gagner donc les goodies avec la bécannerie, et c'est Will Coyote donc qui en profite. Donc les goodies vont partir après le prochain Grand Prix, quand il y aura un petit peu de temps pour tout ça. Et numéro 78 oblige, on va parler rapidement de Kenny Forret, donc qui est né en 84, et il est principalement pilote d'endurance jusqu'en 2014, et ensuite il va partir plutôt sur le French Superbike, et il rajoute une couche l'année dernière en courant un petit peu en moto en 2019, notamment avec un crash assez impressionnant sur la fin de saison. Alors au niveau palmarès, il a gagné donc avec le GMT le championnat endurance en 2014. Il va compléter ensuite sa carrière en French Superbike, notamment en 2015 où il va être champion de France en catégorie stock. En 2016, il va être deuxième en catégorie Evo, et en 2017, il va être champion de France Superbike, et il sera vice-champion de France Superbike en 2018. On va passer aux news de cet épisode. En Moto3, on a quelques signatures. Donc Darryn Binder qui quittera le team CIP pour le team SRT Petronas l'année prochaine. Et donc Binder va remplacer McPhee qui lui est sur le départ en Moto2. Autre prolongation, donc Sasaki et Honshu sont tous les deux prolongés en 2021 chez KTM Tech 3. En Moto2, donc on a Martin qui est toujours absent puisqu'il est toujours positif Covid. Donc ça va faire 2 courses qui vont manquer au final au championnat du monde. Il sera remplacé par Mattia Pasini pour cette course. Et voilà, bon, on l'a vu pas mal en wildcard l'année dernière. Et on a aussi Jesco Raffin qui va être à nouveau absent. Il est toujours souffrant suite à des malaises et vertiges depuis quelques courses. Donc ça commence à faire un petit moment. Et là, Egerter ne pourra pas le remplacer puisqu'il y a une course moto-e, enfin même 2 courses moto-e qui seront prévues. C'est Piotr Biezikirski qui va le remplacer pour cette course. Autre signature, donc Rémi Gardner, blessé suite à un gros ice side le week-end dernier, donc il s'était fracturé le pouce, et lui en partance chez Red Bull KTM Ayo en Moto 2, donc pour la saison prochaine, en remplacement d'Joré Martin qui devrait donc monter en MotoGP l'année prochaine. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, je pense que c'est lié à son absence des dernières courses, mais ça devrait pas tarder, on va dire. Je te passe la main pour le MotoGP ? Absolument. En MotoGP, il y avait des essais à Misano le mardi 15, donc suite à la première course. Un nouveau châssis testé par KTM au rayon des pièces de kéké. Il y a le bras oscille en carbone. Il était beau, celui-là. Et l'échappement corne de brume pour Yamaha. Un peu moins kéké, mais quand même kéké parce que tu baisses la suspension comme sur les BX. All Shot Device pour Aprilia. Quant à Nakagami, lui, il a pu tester la RCV 213V 2020. Excusez du peu, en gros, le prochain bestiau, enfin le bestiau, en l'absence de Bradle malade. Je sais pas ce qu'il a, ce pauvre homme d'ailleurs. Tu sais, toi Bradle, ouais, en fait, c'est le problème de syndrome d'éloge. Ah, qui est un petit peu la maladie. Autant c'est la maladie des pilotes Honda, tu vois. Oui, c'est vrai. De là à en déduire qu'elles sont pas faciles à conduire, tout ça. C'est possible. Donc, le pauvre Bradle a des problèmes avec son syndrome d'éloge, comme Crutchlow d'ailleurs. Donc oui, et lui-même Crutchlow est absent, et Marquez aussi, parce que bon, ça sent l'année blanche, paraît-il, parce que sa deuxième opération était pas si géniale qu'ils auraient pensé.
Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai faite, donc... Ouais, après, moi, je t'aurais mis un petit coup de joint à silicone et puis on repart, mais bon, ça n'est que moi. Est-ce que le docteur Mir, en fait, c'est le cousin ou le père de Mir? C'est possible qu'il y ait des liens de parenté. En fait. Non, plus sérieusement, oui, chez Honda, c'est vraiment l'hécatombe. C'est compliqué, ouais. Alors, Nakagami est donc le roi du pétrole en ce moment. Et effectivement, c'est le champion du monde des essais Vignales qui termine en tête de cette journée. C'est Mister Pendule. Là, on peut dire qu'il est régulier et très fort, l'animal. Il y a au rayon des nouveautés qui sont pas trop kékés, c'est le dispositif radio en cours de test dans le paddock. Alors, dans un premier temps, c'est dans un sens, à savoir direction de course vers le pilote. On en parlait hors micro tout à l'heure, c'est comme en auto-école. En moto-école, pardon. Tu te fais aboyer dans l'oreille, tu peux rien dire. Tu peux faire des bras d'honneur, mais bon. Il y en a qui n'ont pas besoin d'oreillettes. Vignales a eu les honneurs. Il a été invité au Orange VR46. Est-ce qu'il a embrassé la bague du taulier? Je ne sais pas. Et il a piqué la moto de Bezeki pour rouler. Alors, si c'est Orange, c'est les cross semi-supermotes, là, les machins pour taper des travers. On peut en déduire qu'il s'engueule pas trop dans le box, alors. Ça va. Oui, bon. Marquez est passé Orange aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps. Ah oui. Et justement, ce diable de Marquez, il a repris le sport, un peu de footing pour commencer, mais est-ce que c'est... il planquait quoi, les équipes de Marquez, pour qu'ils roulent pas? Tu sais, il y a un moment, il se disait que pour être sûr qu'ils roulent pas, ils enlevaient des trucs, ou il laissait jamais un truc qui roule à côté de Marquez, quoi. Parce qu'il fallait qu'il ait une... C'était pas pour son bras, c'était pour une autre blessure. Et ils ont juste laissé les baskets. Ouais, mais faut faire gaffe parce qu'il est capable de se bricoler un truc qui roule. Hein. Il y a eu pas mal aussi de news autour du World Supersport et du Superbike. Donc Jules Cluzel sera absent pour la course de Barcelone. Donc c'est le Britannique Kyle Smith qu'on avait vu à Manicourt l'an dernier. Plutôt bien performé, donc 7 podiums, donc 3 victoires en championnat du monde Supersport, champion d'Europe en titre, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait les courses outre-mer, et donc c'est un choix assez logique pour le GMT. Donc Krummenacher avait été approché, mais donc sans succès. Donc Krummenacher, le champion du monde en titre, qui a quitté MV Augusta après assez peu de courses. En Supersport 300, donc Anna Carrasco, elle, a lourdement chuté lors d'essais privés, donc elle s'est fracturé 2 vertèbres, donc elle s'est faite opérer, mais fin de saison pour elle. Autre point donc qui concerne cette fois-ci, on revient au 600, puisque la FIM a décidé d'ouvrir les moteurs du team Bardal, parce que quand même Locatelli roule très très vite. Alors c'est soit lui qui roule très très vite, ou les autres qui savent pas les piloter, ou qui ne savent pas exploiter les R6 aussi bien. Mais bon, a priori tout est conforme au règlement dans les moteurs Bardal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, et surtout Locatelli va pouvoir certainement battre des records en 600. Cette fois-ci en Superbike, il y a une nouvelle retraite pour Melandri, c'est-à-dire qu'il va pas poursuivre la saison. Donc c'est Cavalieri qui va le remplacer au sein du team Barni Ducati. On a Folger qui est largement en tête du championnat Superbike allemand, qui a gagné donc justement toutes les courses, qui fera une wildcard à Barcelone sur une Yamaha. Donc on reviendra sur ses résultats en fin d'épisode, et on revient un petit peu sur le GMT, donc qui va offrir une wildcard à Barcelone à l'Espagnol Oscar Gutiérrez, qui est actuel leader du championnat espagnol de Supersport, donc un petit peu à l'image de ce qui s'était fait l'année dernière avec Maximilien Beau à Manicourt. Et donc une mauvaise nouvelle pour un pilote français, donc c'est Christophe Ponson et Nueva M2 Aprilia qui décident de ne plus poursuivre en Superbike, puisque les résultats n'étaient pas là au rendez-vous pour le team. Donc ils vont se concentrer sur les CIV. Oui, alors en Moto E, c'était un week-end bonus, puisqu'il y avait 2 courses, on serait presque cru en Superbike. Donc il n'y a eu de qualif que pour la course 1, sachant que la grille de la course 2 était définie par les résultats de la course 1. J'avais jamais pensé à cet aspect, mais le commentateur de MotoGP.com là
les gens qui parlent anglais avec un vrai accent anglais. Eh bien, il faisait remarquer que c'est dommage pour les did not finish. En fait, quand tu te bourres à la course 1, c'est pas génial. Voilà, les gens qui se bourrent ou qui se font éclater la gueule par d'autres, parce que ça arrive, sont en queue de grille, enfin en fond de grille. Et j'imagine qu'après, ils classent selon le nombre de tours que tu as fait, je sais pas. Ouais, je pense. On va dire ça. Alors... les plus rapides au petit jeu de Liepol, que moi j'appelle Liepol d'agneau, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis là? Tu l'attendais pas celle-là, hein? Ouais. T'avais vu le Je sais pas combien elle est au kilo l'épaule d'agneau. Donc Liepol, on le rappelle, c'est un seul tour lancé. Hein. Donc c'est assez spécial. Il y a vite fait de se rater. Alors moi, c'est quand même les gros qui sont devant. Hein. Jordi Torres, j'entends les gros au championnat. Jordi Torres en tête, suivi de Ferrari et Egarter. Donc c'est pas l'ordre du championnat, mais c'est les cadres du moment. C'est les pilotes qui sont devant. Ouais. Dans la course 1, Tully vole le départ et donc il se chope. Alors j'ai vu sur les écrans un double long lap. Je crois que c'est surtout 2 virages consécutifs, non? Non, c'est 2 tours consécutifs. Ah, 2 tours consécutifs. Autant pour moi. Oui. Enfin, peut-être pas nécessairement consécutifs, mais en fait, qu'il fasse 2 longs laps. Il faut qu'il s'en tape 2. Ouais. Et là, dès le début, il y a un high side d'ordre satellitaire de Tulovic du Team Tech 3. Il fait une sale chute, tombe de haut, comme beaucoup de high side, mais en plus il tombe dans le paquet, dans la queue de comète du peloton. C'est difficile de savoir s'il se fait percuter par des bécanes, mais en tout cas, beaucoup de gens l'évitent et il s'en sort bien. Quand on dit qu'il s'en sort bien, on est d'accord que généralement, dans les minutes qui suivent, le gars sait plus où il habite, il a mal partout et il peut pas marcher. On l'a vu ramper sur la piste quand même pour sortir. Quand même. Mais pourquoi on dit qu'il s'en sort bien, c'est qu'après passage à la clinique, il est apte et qu'en plus, a priori, il a rien de pété. Ouais. C'est quand même. Ouais, puisqu'il courra la course 2. Ouais. Alors des fois, tu sais, il se pète des os et il court quand même, hein, des os. Mais parce que je crois que pour déclarer les gens fit. C'est pas parce que t'es fit que t'es indemne. Hein. Faut pas que tu aies de fractures non réparées. Il faut que t'aies... Mais c'est bizarre parce que des fois, les plaques qui réparent les fractures ne résistaient pas à une porte-fenêtre. C'est pas de la Dutch qualité, c'est tout. C'est ça, et c'est des trucs espagnols, ça tient rien. Bon. Je plaisante, bien sûr. Dans cette course 1, Granado est chaud et il remonte comme s'il était tiré d'un lance-pierre des Angry Birds. Mais il est un petit peu trop chaud parce que il fait un intérieur assez audacieux à Siméon. À ce moment-là, l'un et l'autre sont respectivement 5 et 4 ou l'inverse. Mais il perd l'avant et il fauche le Belge tout en faisant ça d'ailleurs. Donc les deux sont au tapis et c'est lui qui gueule quoi. Quand il se relève, c'est génial. Genre la meilleure défense c'est l'attaque. Bon, en gros il s'est chié quoi. On voit l'image, c'est vrai que c'est une perte de l'avant. En gros t'as l'impression que ça passait et pouf. En gros là ils sont rappelés à l'ordre par la masse des motos qui sont quand même, on le rappelle, des trucs qu'on les voit bien galérer à relever quoi. Donc ce diable d'Egarter il est assez rusé parce que en fait il passe Ferrari dans le dernier tour. Alors c'est vrai que ça fait pas long à attendre parce que ça fait 7 tours la course, mais on avait l'impression qu'il arrivait à rien foutre. Donc il le passe dans le dernier tour. Pensait plutôt que d'aller choper la première place, il défendait chèrement sa deuxième place parce qu'il était aux prises avec Torres, mais en gros il en avait encore sous la poignée. Et donc avec ce résultat, Torres choure la place de deuxième au championnat à Ferrari et Egarter à ce moment-là, donc fin de course 1, il a une avance de 19 points, ce qui n'est pas peu. On commence à trouver que c'est beaucoup quand ça fait plus que 25, mais 19 c'est pas mal. Puisqu'avec 25 t'as droit à une course blanche, je pose ça là, on y reviendra après. Voilà. Course 2 le lendemain, c'est encore la lutte Ferrari et Egarter en tête. Marcon de Team Tech 3, c'est l'élément inattendu dans le trio de tête. Et ce personnage est certes on fire, mais il est très 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 ambitieux parce que à un moment il est 3, il veut faire en un seul inter sur un virage pas simple. Les deux, il veut passer un d'un coup, donc en gros il tire tout droit, il éclate Egarter,
Donc c'est une ionisation en règle. C'est un beau shoot. Franchement, enfin oui, après, je doute bien qu'il n'a pas fait exprès et tout ça, mais il s'est vu trop beau là. Là, oui. Là, il s'est vu trop beau. Et ce que disaient aussi les commentateurs, c'est que de toute façon, quand bien même il passe à un moment, après c'est les air fence, hein, parce que donc c'est un peu d'herbe, beaucoup de gravier et puis pouf. Ouais, un petit air fence. Donc, alors Egerter repart quand même au cas où il y aurait moyen de gratter du point s'il y a beaucoup de victimes, on va dire. D'abandon, ouais. Bon, on sait que les points sont chers avec le trio du moment. Hein. Donc Ferrari, solide vainqueur, et Torres ne peut pas faire mieux que 3 parce que il bute sur Mattia Casadei, qui est régulier et solide. En gros, il ferme les portes. Et c'est vrai qu'on le voit se démener Torres et cirage de Gomard. Alors ça m'a étonné. Je me suis dit donc finalement, comme il y a des high side et des cirages de Gomard, les sécurités, si je puis dire, ou les aides au pilotage, elles sont très laxistes. Comme en MotoGP, en fait, tu peux te la mettre, quoi. Ouais. C'est pas que des pertes de l'avant. C'est ce que je voulais dire, c'est que ton train arrière peut faire des choses bizarres. Et sur certains ralentis, on voit carrément des morceaux de pneus qui dégagent en l'air et de la fumée avec. Sauf erreur, comme ce sont des bécanes très lourdes, c'est des pneus turbo tendres parce qu'ils ont que 7 tours à faire. Donc les morceaux, ça vole partout, quoi. Donc Ferrari, il l'emporte, et surtout Egerter, comme il s'est fait yanoniser, le diable de Ferrari bondit 2 places au général. Il a 4 points d'avance sur l'ancien leader Egerter et 7 sur Torres. Donc c'est une sweet revenge, puisque Torres lui avait gratté une place au championnat. Là, il lui dit allez, retourne jouer dans ton bac à sable. Donc au classement du championnat, Ferrari a 86 points, Egerter 82, Torres 79, et Di Meglio qui a un peu de mal, hein, parce que c'est dur, hein. Il est 8e. C'est pas ridicule, mais c'est pas top. Ce qui est bien, mais pas top. Ouais, faudrait refaire un bon week-end à jouer devant pour rassurer un petit peu quand même, ce serait pas mal. Ouais. Mais ouais. Moi, j'avais quand même un truc qui m'a un petit peu frappé, donc surtout en voyant la course 1, donc entre Egerter, Ferrari et Torres, et surtout la course 2 avec Torres, donc qui a fait fumer les pneus. Ouais, en faisant un peu l'âne, il a quand même réussi à rester sur ses roues. C'est fort, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est compliqué de doubler avec les hippopotames, quoi. Ah ouais, les hippopotames, ça fait penser à... C'est dans Fantasia qu'ils ont des tutus, là. Ouais, des balais d'hippopotames. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de la danse classique à des hippopotames. Parce que ça a l'air très inertiel, donc pour faire l'inter, il faut de l'agilité et c'est pas fait pour. Et puis ça a l'air d'être compliqué de faire aussi des aspis, donc au bout du compte, ça a l'air d'être assez compliqué de doubler avec ces machins, quoi. Mais Egerter dans la course 1, il semblait presque trop facile. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont le droit de garder un boost comme un Mario Kart? Parce que quand il est passé 1, c'est comme s'il avait choisi le moment où il le faisait. C'est peut-être pas le cas, hein. Je pense pas, parce qu'il galère quand même tous à se doubler, hein, mais c'est vrai que si t'as du cirage de Gomard et que si les motos s'allègent un peu, ça peut devenir spectaculaire et moins punitif pour les gens qui ont mal mesuré la masse qu'ils emportent avec eux, hein. Donc le championnat il est court en plus, donc le fait qu'il soit très serré, là j'ai une petite boutade qui consiste à dire que même si ce week-end était quand même assez intéressant sur les courses, le championnat il est à rebondissement, il est presque plus intéressant que les courses. Donc ce week-end m'a fait mentir. Je trouvais ça intéressant. On va passer au Moto 3 avec donc en Q1 Honshu, Arbolino, Toba et Salach qui vont justement passer en Q2. La pole sera signée par Fernandez devant Arbolino et Mignot. En deuxième ligne, Arenas, Vietti et Fenati. Troisième ligne, Toba, Suzuki et Mazia. Alors Suzuki chute et il va se casser le poignet, donc week-end terminé pour lui après cette Q2. Alors en course le dimanche, donc c'est parti pour 23 tours et Arbolino donc part en tête, mais Fernandez reprend très vite les commandes du peloton. On a 2 départs volés donc pour Tate et Pizzoli, donc qui seront eux aussi sanctionnés de longues laps. Arenas prend à son tour les commandes. On a Vietti
qui est dans un bon jour et qui prend à son tour la tête de cette course. On a Alonso Lopez qui va chuter en faisant son long lap, donc c'était assez je dirais pas rigolo, mais assez étonnant de voir ça. Et on a Foggia qui lui chute en course classique. Donc à 8 tours de l'arrivée, on reste avec un groupe étiré de 8 pilotes avec Vietti, Mazia, Rodrigo, Arenas, Binder et Fenati. Et il va y avoir un contact Vietti-Rodrigo qui va repousser l'Argentin en fond de peloton. On a Binder qui était bien placé, qui prend un gros high side à 5 tours de l'arrivée. Et le dernier tour est encore une fois donc très disputé, comme à chaque fois dans cette catégorie. Alors ça s'accroche entre Massia et Vietti, et c'est Romano Fenati qui en profite pour prendre la tête et tenir tête au groupe. Donc il va tenir pendant 5-6 virages quand même. Et donc il va finir par s'imposer devant Vietti et Ogura. Arena fait 4, Massia 5, Fernandez 6. On a Honshu 7, Mignot 8 et Toba 9. Au championnat, on a Arenas en tête devant Ogura pour 2 petits points, donc 119 et 117 points. Et McPhee un petit peu plus loin avec 98 points. En gros, c'est le dernier tour, comme à chaque fois. Il faut pas se faire niquer à tomber ou à se faire frapper pendant toute la course. Et c'est le dernier tour qui décidera. Et c'est surprenant que Fenati Non, c'est surprenant, je suis un peu vache, mais Fenati a été sage, on va dire. Il a tiré son épingle du jeu. On l'a connu moins performant, on va dire. Moins raisonnable. Oui, voilà, moins raisonnable. Je ne vais pas rappeler les histoires qui fâchent, mais quand même, sur la piste et dans le paddock, c'est quand même une sacrée tête de ma boule. Non, et là, ouais, il s'est peut-être acheté une conduite. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Après, oui, dans tous les cas, chapeau pour réussir à s'imposer en Moto 3, puisque j'ai l'impression que c'est la plus impitoyable des catégories, j'entends, entre eux. Enfin, les courses sont échevelées. Ouais, il y a eu une belle image quand même avec Fenati, Iannone et Max Biaggi dans le même box quand même. Là, on n'était pas loin, du trou noir intersidéral quand même. Là, on a vraiment quand même des caractères forts, on va dire. Bien sûr que non, ils n'ont pas un QI d'huître, mais je parlais comme si on pourrait évoquer un coefficient comportemental, enfin la capacité un petit peu de cosmologie dans tout ça quand même. Oui, non, mais c'est vrai que je pense que on n'est pas loin d'ouvrir la porte des enfers là. Oui. Si tu mets les trois, faut pas croiser les effluves, hein. C'est ça. Sinon, oh non, de Dieu, on a échappé belle, ouais. Oui, d'ailleurs, notre ami Biaggi, il a toujours son écurie. Oui, puisque c'est pour ça qu'il était dans le team, puisque c'est Fenati son pilote. Oui, c'est vrai que c'est marrant ça. Et qu'est-ce qu'il foutait Iannone? C'est juste parce que c'était en Italie ou... Non, parce que Iannone il était là et c'est son... oui, puisque son frère est coach de Fenati. Il me semblait qu'il y avait un truc dans la famille, mais c'est pas lui directement, c'est pas Andrea. Non, c'est son frère. C'est son frère. Oh, non, mais on chambre un peu les trois là, mais là, c'est juste parce que c'est des sacrés loustiques quand même, ouais. Bah oui, Iannone, il a donné son nom à un move, hein, donc déjà, premièrement. On va passer au Moto 2. Alors, en Q1, c'est Dalla Porta, Di Gianantonio, Pasini et Garzo qui vont passer. En Q2, on a Marini qui partira de la pole devant Bezzecchi et Viré. Loves 4, Bastianini 5 et Canet 6. En course, donc, on a Viré qui part bien devant Marini et Bezzecchi. Marini et Bastianini s'amusent en s'échangeant la P2 dans les premiers tours. Il va y avoir une grosse chute de Joe Roberts et il va y avoir donc les premiers rain flags, c'est-à-dire il y a des endroits qui commence à être un petit peu mouillé. On a Bastianini qui va prendre les commandes et ça commence à lever les bras côté pilote car il y a des secteurs donc bien humides et on stoppe la course. Donc on rentre au box, on attend un petit peu, on ressort en slick et la pluie a continué. Donc dès le tour de formation, les pilotes indiquent que c'est pas roulable. Donc on retourne au box, on attend encore un petit peu et là ça repartira pour 10 tours avec Bastianini et Viré donc qui pour le coup sont bien partis. Avec Schroeter et Marini dans le coup, on a Bastianini qui va s'échapper et va prendre plus d'une seconde d'avance. Il va y avoir un contact entre Schroeter et Viré après 2-3 virages assez disputés entre les deux pilotes et Viré va chuter donc suite à ce contact. On a Bastianini qui va aller au bout donc et Bezzecchi et Loves qui vont compléter le podium. On a Marini 4, Schroeter 5, Dixon 6, Navarro 7, Di Gianantonio 8 et Lutti 9e. Au championnat, donc Marini en tête avec 125 points, pas très loin Bastianini avec 120 et Bezzecchi 3e avec 105, donc pas mal, un triplé italien pour le moment. Discussion post-course, ça a été un petit peu le bordel au niveau du deuxième départ, j'ai pas compris ce qui s'était passé puisque dès qu'ils étaient en grille,
Il y a des pilotes qui ont tout de suite dit que c'était pas roulable et pourtant ils sont quand même partis en tour de repérage. C'est assez particulier, mais après course au train, on va dire, avec Bastianini qui s'est échappé dans la dernière course sprint de 10 tours. Viré, j'ai pas compris. Enfin, viré Schroeter, c'était assez bizarre parce qu'ils font 2-3 virages où ça se dispute bien et puis au bout d'un moment voilà ça va trop loin. Donc c'était assez ouais, c'est comme les frères et sœurs, hein, quand ils commencent à se chamailler, généralement ça va jamais en se calmant. Ouais. Il y a toujours des cheveux tirés ou des jouets cassés. Hein. Voilà, ouais. C'était dommage pour celui qui est tombé en gros. Ouais, mais... c'est dommage, Viré pour une fois était bien placé. Mais moi ce qui m'a fait plaisir c'est quand même que t'as Loves qui fait son podium quand même. Oui. Donc j'ai une sympathie pour cet homme-là parce qu'il a galéré. Là, il claque des pendules aussi quand il s'agit de faire des qualifs. Ouais. En ce moment, c'est ou tout l'un ou tout l'autre quoi. Ouais. Mais en l'occurrence là, c'est le podium pour lui. Je pense que c'est déjà cool. Bah, c'est bien de se replacer quand même. Ouais. Mais en fait, lui, sans vouloir lui souhaiter du mal, mais il va jamais remonter en GP. Enfin, il fait de la Moto 2 comme une. Faut jamais dire jamais. Hein. Non, ok, certes. Faut jamais dire jamais, mais t'as vu la gueule du mercato de MotoGP. C'est difficile. Oui. Enfin, quand tu vois, ceux qui vont monter en MotoGP, ça va être des très jeunes. Voilà, c'est ça. Et on voit qu'il y a pas mal d'écuries d'ailleurs qui misent sur les jeunes en priorité. Et je ne dis pas qu'ils ont tort, hein, mais ça rend le mercato un peu moins favorable aux gens chevronnés. Après, sachant que il a déjà eu sa chance, mais c'est chez Aprilia, donc c'est un petit peu particulier. Mais tu vois, typiquement les noms qu'on entend en transition vers le MotoGP l'année prochaine, c'est des pilotes assez jeunes comme Marini, Martin, qui sont des grands talents à venir, je pense. Il y a Canet aussi qui pour une année de rookie fait une très belle année. Donc on verra en fin d'année comment ça va se finir, quoi. Mais tu vois, pareil, Bezeki, c'est en train d'être très solide en Moto 2. Ouais. Et moi, ce qui me plaît, enfin, c'est ma théorie, peut-être qu'elle ne tient pas la route, mais c'est qu'a priori, avec le tour qu'a pris le Moto 2, j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai bon tremplin pour le MotoGP, parce que il y a pas mal de rookies qui sont performants très vite en MotoGP. Mais est-ce que c'est un hasard ou quoi? Il roulait sur quel moteur? Quarta, il était encore avec les 765, il a fini. Non, il a fini la première année de Triumph. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que donc dans ce cas-là, Bagnaia c'est pareil, il est contemporain de Quarta. Quand tu vois ceux qui sont montés l'an dernier, Bagnaia, Oliveira et Quartararo, ça fait quand même 3 rookies de l'an dernier qui ont gagné cette année. Alors certes, ils sont bons, mais non, comme ils sont 3, ça me fait penser que la nouvelle formule Moto 2 est quand même une bonne école. L'autre, c'était pas de la merde, mais c'était pas automatique que des gens montant en étant forts en Moto 2 fassent des belles choses très vite. Morbidelli, on voit qu'il a enfin gagné son premier Grand Prix, mais c'était une semi-déception jusqu'à présent. Parce qu'il avait beaucoup de potentiel. Ce que je veux dire, c'est que quand il est arrivé de Moto 2, il semblait un peu c'était pas un Golgoth, mais il faisait partie des clients, quoi. Et ça a pioché un peu. Quand Quarta a flambé, on avait l'impression qu'il était d'autant plus dans le dur. Et là, ça s'est un peu remis, un peu beaucoup même, parce que quand tu gagnes une course de MotoGP... quand on gagne une, c'est bien. Quand même. Non, mais c'est vrai que le club des vainqueurs de MotoGP, même si cette année, ça tourne un peu plus que quand il y a Marquez, il est pas énorme. Si tu imprimes la feuille des coureurs en activité qui ont gagné un GP, j'ai pas cette stats sous les yeux, mais c'est pas dément. C'est pas ouf. Hein. Bon, en même temps, il y a Marquez. Forcément. Oui. On passe au MotoGP ? Affirmatif. Donc, nos amis du MotoGP, il y a quand même du gros qui s'était fait niquer pendant les qualifs, et c'est Miller et Dovizioso qui passent en Q2. Excusez du peu, c'est quand même pas rien.
Alors Vignales, on a déjà un peu parlé avant dans cet épisode, le roi du chrono, en ce moment en tout cas, il prend la pole devant Miller et Quartararo. Donc les Honda, ça va pour eux en ce moment, en tout cas, en termes de qualif. Ensuite, nous avons Paul Espargaro, qui finalement confirme qu'il est en ascension, j'allais dire lente, mais ça c'est la faute à Binder en fait. Le pauvre, non, il est solide, hein, le Espargaro. Hein. Je m'étais permis d'émettre des doutes sur le bien fondé du recrutement chez Honda, parce que c'était une tanche, mais non, c'est pas une tanche. Et Bagnaia qui suivra. Alors il avait vu son tour rapide annulé, et je pense qu'avec ce tour rapide-là, je crois qu'il était en pôle. Ouais, il était en pôle. Hein. Et l'ami Binder fait 6. Donc il y a du jeune qui rue dans les brancards, et aussi du vieux. Sachant que Vignales, un peu c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Donc quand ça part dans le ou les premiers virages, alors ça se doute pas aussi souvent qu'en Moto 3, mais bon. Vire en tête Miller, suivi de Vignales, qui ne s'est pas fait niquer quand même au départ. Enfin, sur au moins juste la prise de départ. Quarta en 3e position et Bagnaia en 4. Mais le gars Vignales, très vite, hein, on parle de 2-3 virages, il se rebiffe. Et quand il repasse Miller, c'est avec pas mal d'autorité. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je me suis dit, tiens, on a dû lui dire pour la 7000e fois, putain, mais que tu fous en course, là, tu te fais niquer. Là, il est repassé, je me suis dit, et à la vitesse à laquelle il repasse Miller, je me suis dit, putain, mais s'il est tellement énervé que ça, il va se bourrer, quoi. Non, pas du tout, il gère. Parce qu'en plus, il se détache relativement facilement. Alors, il met pas une ligne droite à tout le monde par tour, mais on a l'impression qu'il va être tranquille. Morbidelli n'a pas de chance parce que Aleix Espargaro le percute. Il se retrouve dernier dès le premier tour, donc c'est pas Gégène. Hein. Il était dans le peloton vers les 6 ou 7e places, mais on n'a pas eu le temps de savoir combien il était qu'il s'est fait taper par Espargaro. Aleix. Oui, Aleix Espargaro avec son Aprilia. Mais alors, son géo, donc le géo du Club Med, hein, celui qui le forme, Morbidelli, Rossi, perd l'avant au tour d'après, je crois que c'était le tour 2, donc bon, les rares supporters qui étaient dans les tribunes, parce que je crois que c'était assez clairsemé, hein. Le Covid oblige, ont dû être fort déçus. Et donc c'est au 2e tour, Rossi perd l'avant comme une merde. Hein. Je dis ça parce que je suis aigri. Et ça lui arrive dans le même tour que Binder. Un peu plus tard, Binder fait la même. Alors Bagnaia, on rappelle qu'il est toujours sur une jambe. Hein. Quand tu le vois marcher dans le paddock, ça se voit pas trop. Alors, quand il est sur la bécane, non. Parce que justement, c'est surprenant, il est encore blessé et il arrive, il lance sa charge, hein, un peu comme dans les courses précédentes, et Vignales n'arrive pas à lui fermer les portes. Alors, même qu'à un moment, il l'ouvre parce qu'il fait pas une méga erreur, mais comme il fait pas tout parfaitement, bah, le Bagnaia, lui, il mord les mollets, il mord tout ce qui dépasse. Et ben, il le dépasse, et il dépose tout le monde au 7e tour. À partir de ce moment-là, il va creuser régulièrement l'écart. Alors pareil, c'est pas du Lorenzo, mais quand même. Surtout, c'est impressionnant aussi, parce que ça, on en reparlera probablement, mais il est sur une Ducati, et les autres Ducati, certes, son coéquipier Miller n'est pas trop mal à ce moment-là, mais les officiels sont aux fraises. Et le Kona, c'est intéressant parce qu'il est 6e pendant ce temps-là, donc il fait des belles choses. Alors Bagnaia flambe et Vignales est plus solide qu'à l'accoutumée, donc c'est quand même 2 grosses nouvelles. Et on finit par oublier de regarder les autres, et Espargaro est 3e. Donc lui, il est serein, je sais pas, mais en tout cas, il fait bien le taf. Et Quarta est 4 parce que ce qui m'a fait dire que c'est des vases communicants, parce qu'en fait, quand Morbidelli a pas de chance, Quarta s'en sort, et quand Quarta se bourre, Morbidelli colmate. Donc heureusement qu'ils sont 2. Et le français, il joue gros au championnat parce que, pareil, c'est comme dans Moto E, c'est très resserré. Hein, on le verra après, encore plus qu'avant, je crois. Hein, le nombre de points qui séparent les coureurs est très très petit. Alors il y a aussi, je crois que c'est un championnat où après X courses, c'est celui où il y a le moins de points pour le leader, un truc comme ça. Enfin, c'est forcé. Hein, si tu dispatches à tout le monde.
il faut bien que tu lisses un peu et que. Il faut bien que t'en aies pas beaucoup. Voilà. Sinon, c'est du Marquez, quoi. Voilà. 200 points, et puis les autres, il va ce qu'ils peuvent faire. Ouais, donc les points sont chers, et comme Dovi galère à la 10e place à ce moment-là, et puis d'ailleurs tout court, il est clair que tous les points comptent pour Quarta au championnat. On voit Miller dégringoler, alors c'est pas la première fois que ça lui arrive, mais c'est très rapide. On pense à un problème mécanique. J'ai cru que c'était suite à un choc, mais pas du tout. Et il y a tellement de problèmes de dégringolade et de pas pouvoir tenir le rythme qu'il rentre au stand assez énervé. Je ne pense pas qu'à ce moment-là il sait ce qui lui arrive quand il descend de la brelle. Donc on va vendre la mèche. C'est toi qui me l'as appris, parce que ça je l'avais pas vu passer. C'est un tir-off de Quartararo qui est venu se loger sur l'arrivée d'air ou sur le filtre à air, parce qu'il revient au même. Hein. Et donc, si vous enlevez les arrivées d'air sur une moto, elle tourne moins bien, quoi. Au moins, ça sert. On va les garder, les arrivées d'air. Mais je me demande si ça va pas faire un jurisprudence, cette histoire, parce que je m'étais déjà fait la réflexion que, pour l'image que ça donne, en gros, en plus, en ces temps écolos, et heureusement qu'il y a des temps écolos, tu jettes des feuilles de plastique partout, et je me suis dit, mais c'est marrant, parce que alors ça vaut pas. C'était déjà ce bon Miller qui avait jeté sa selle quand elle s'est décrochée, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est la décharge. Ces feuilles de plastique. Moi, je pensais pas que ça allait se foutre dans les bécanes, mais je me dis tiens, si ça se soulève quand les mecs passent, tu sais. C'est ce qui s'est passé. Hein. Ah, c'est ça ce qui s'est passé. Ouais. En fait, ils ont retrouvé les images et ils les ont passées cet après-midi. Traditionnellement, avant chaque départ, donc quand ils font leur tour de reco, et avant le départ, ils enlèvent un tir-off. Ouais. Sauf que, évidemment, quand tu passes sur la ligne au deuxième tour, t'as des tir-off qui volent de partout, et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a un tir-off qui a volé, un tir-off de Quarta a volé, et il s'est fait aspirer dans l'entrée d'air de la Ducati, quoi. Mais, je peux pas imaginer que ça ne fasse pas de mesures. Alors, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais. C'est impossible à gérer. Hein. Mais de même, tu peux pas continuer à dire, on a des tir-off sur la ligne et ça va se. Enfin, tu me diras, c'est la première fois que ça arrive. A priori, non. Ça a déjà dû arriver à Rabat. J'ai vu traîner ça là, que a priori, ce serait déjà arrivé. Mais après ça va être à voir. Hein. Oui, non, mais je sais bien qu'il n'y a pas de solution simple, mais c'est un peu comme la lamelle de métal qui fait exploser le Concorde in fine. C'est la chauve-souris enragée aussi. C'est que tu peux te dire, c'est bon, on s'en fout, ça arrive une fois tous les 36 du mois. Mais ça laisse pantois. Quand tu vois que le MotoGP, c'est un truc de maboule, c'est un laboratoire. Ils chassent le gramme et ils balancent des feuilles de plastique sur la ligne d'arrivée. Bon. Donc pauvre Miller, là il n'y a vraiment pas de bol, puisque visiblement, lui comme son coéquipier, ils savent tenir le rythme devant avec la Ducat. Donc tour 13, Rabat se bourre. Bon, je vous signale quand même, parce que c'est pas une très bonne année pour Tito Rabat. Hein. Les autres non plus, mais oui. Miller a jeté l'éponge, et Rossi aussi rentre au stand. Je me demande s'il avait quand même pas tellement abîmé sa M1, qu'il a fait des tours pour pas décevoir ses spectateurs, je sais pas. Oui, il a tenté en tout cas, ça n'est pas passé. Et alors là, c'est le drame. Mauvais week-end pour Pramac et Ducati. Et là, ça devient vraiment un week-end de merde. Parce que, ils chutent. Perte de l'avant, si j'ose dire un classique, parce qu'il y a eu beaucoup de scénarios-là. Il n'y a pas eu de carton à plusieurs, mais de la perte de l'avant, il y en a eu un veux-tu, en voilà. Bagnaia qui se bourre, ça fait mal au cœur. Cependant, ce qu'on peut en retenir, c'est que il a encore impressionné. Enfin, c'était assez beau à voir avant le drame. Et Quarta, lui, il n'a pas que ça à foutre. Il klaxonne derrière Paul Espargaro et on sent bien qu'il bute, vraiment, même presque physiquement sur Espargaro. Et ça permet à Mir de recoller, parce que Mir était un peu distancé par Quarta et Paul Espargaro. Mais ce bâtard, il dépasse même Fabio. Ce même Fabio qui s'emmerdait depuis des tours et des tours à essayer de doubler l'autre, là, à 2 tours de l'arrivée. Et le pauvre Fabio doit en avoir gros. Et Mir, c'est vraiment la petite saloperie des fins de course, alors je dis ça parce que j'étais chafouin qu'il ait dégagé Rossi du podium,
qui a empêché la VR46 Session du podium de la course d'avant. Il passe second en fait pendant que Viñales gère son avance en tête. Et Quartararo a décidé de se venger en niquant Pol Espargaro, qui, on le voit, a quand même du mal à se défendre sur les fins de course. Mais c'est pas une critique gratuite et virulente. C'est déjà super qu'il soit à l'endroit où il est. Et avant la fin de la course, je crois que c'est dans l'avant-dernier tour, on apprend que Quarta a un long lap penalty pour cause de beaucoup trop de passages dans les zones vertes. Et il ne l'effectue pas. Donc, alors on va voir après pourquoi il ne l'effectue pas. Et il se prend 3 secondes dans les dents, ce qui peut coûter cher au championnat. Je n'ai aucune idée de savoir combien coûte un long lap en moyenne sur ce circuit. C'est variable, hein, donc sur ce circuit, c'est pas facile. Ça va, mais non, effectivement, oui, c'est marrant parce que les long laps d'un circuit à l'autre, c'est pas forcément la même sanction. Hein. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de sanction qui soit universellement bonne. Oui, donc en fait, Quarta, s'il fait pas son long lap, d'après ce qu'il dit, et on veut bien le croire avec sa tête d'ange, c'est qu'il n'a pas eu les notifs. Je sais même pas s'il avait eu les notifs pour le TA au ton 3ème, fais gaffe, ou si c'était le long lap qu'il n'a pas eu. Je sais pas, mais je crois que c'est à peu près toutes les notifs. En gros, il y avait de la friture sur la ligne de son dashboard. Les résultats finaux sont donc premier Viñales qui s'est racheté une santé, ou du moins un mental, ou les deux. Mir fait 2, ce petit con. Mais ça fait vraiment je te mets un coup dans le tibia puis je te double à la fin. Enfin bon, c'est le jeu. Hein. Quarta a été pendant quelques secondes 3ème avant qu'on décide qu'il se prenait 3 secondes. Donc en vrai, Quarta est 4 et celui qui monte sur le podium à la 3ème place, c'est Pol Espargaro. Ça doit lui faire plaisir. Après les Calimero qu'il a pu se faire pour ne pas être le porte-étendard KTM. Il a dû gueuler là encore, non ? Oui, c'est possible, oui. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Oliveira sur Espargaro. Ça doit être sympa, les cocktails de fin de course. Là. Tiens, salut. Donc, chez les Franchi, on a vu que Quarta était pas 3 mais 4, et Zarco était 11ème. Alors, le Real, je crois, n'a jamais filmé Zarco de toute la course. Non. Donc voilà, bon, il a fait le job. Je sais pas s'il a fait le job, s'il l'a bien fait, si c'était ça dans ses targets. Mais c'est décevant aussi parce qu'on avait vu qu'il a quand même fait podium, qu'il était relativement à l'aise sur les chronos. Là, un peu moins. En même temps, il est pas loin de Dovi. C'est quand même pas une tanche, Zarco. En parlant de Dovi, le classement du championnat en tête et pour 1 point, c'est Dovi avec Dovizioso avec 84 points. Le suit Quartararo avec 83 points. Viñales est à égalité avec le susnommé Quarta à 83 points. Mir est à 80 points. Donc on a quand même les 4 premiers en 4 points. Hein. Avec des ex-aequo en 2 et 3. Donc ça veut dire que c'est ma boule. On peut le dire. Hein. On est pile poil à mi-championnat. Hein. Ouais. Donc c'est sympa. Et on a déjà évoqué le tir-off de Quarta et c'est un scandale, il faut faire quelque chose, on peut rien faire. Et oui, ce drama qu'il y a eu avec Quarta, parce que ça lui coûte cher, en gros, même si c'est symbolique en ce moment d'être premier du championnat, parce qu'on voit bien que c'est à quelques points, pour le coup, il perd le podium et il perd des points sur Dovi. Il perd pas des points sur Dovi, mais il en marque pas assez. Voilà. Il pourrait être en tête de 2, quoi. Ouais. Parce qu'il a perdu 3 points. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, le championnat est serré. Ouais. Et justement, quand c'est serré, tous les points comptent. Donc, 3 points, ça compte. Ouais. On se souvient de Biaggi qui avait gagné avec 0,5 points. Championnat Superbike. Ah oui. Donc, un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de pertes de l'avant. Alors, j'ai pas les stats par rapport aux autres années ou quoi, mais il y avait un journaliste qui suit le MotoGP qui avait évoqué le fait que peut-être étaient-ils tous un peu trop affûtés et donc au taquet de ce qu'ils savaient faire sur la piste avec 0 marge. Ça peut expliquer. Il y a les boss aussi.
Mais bon, les bosses, ça avait l'air de moins saigner la semaine dernière à ce niveau-là. Bon, un week-end n'est pas comparable à l'autre, il y a plein de critères. Mais ouais, les bourres furent nombreuses, parce qu'il y a eu quand même 7 pilotes qui n'ont pas fini. Ça nous fait que 13 pilotes à l'arrivée, c'est pas courant, sauf erreur. Ouais, c'est pas énorme. À noter aussi que Morbidelli fait 9 juste derrière Dovi, mais devant Petrucci, après avoir cartonné involontairement et s'être retrouvé dernier. Donc il a bien gazé, et puis les deux officiels étaient dans le dur. Bon, Petrucci en a un peu l'habitude en ce moment, depuis plus d'un an. Dovi, c'était un peu plus surprenant et décevant. Et quant à Vignales, il fait taire les critiques, et moi j'étais pas le dernier à dire que fallait qu'il s'achète un mental. Visiblement là ça a été cette fois-ci. Attention, je veux pas non plus dire qu'il va pas y arriver, mais il faut que s'il veut un standing de leader d'écurie, il faut qu'il maintienne le cap, quoi. Sinon Quartararo va le faire chier l'année prochaine. Alors, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Mais ouais, je t'ai déjà interviewé sur les Pramac qui semblent mieux fonctionner que les officiels. Toi, tu pensais que c'était peut-être aussi une question d'état d'esprit des pilotes? Après, oui, chez les officiels, clairement Petrucci, c'est difficile, il y est plus trop. Dovi, c'est difficile à dire parce que c'est pas très performant, mais ça a le mérite de toujours amener des points qui peuvent être importants pour la suite. Ouais, clairement. Et clairement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais être en tête avec les résultats qu'il a fait cette année, c'est pas gagné. C'est parce qu'on l'a vu, il a gagné qu'une course et on l'a pas vu non plus squatter les podiums. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait squatté le podium, il serait en tête du championnat comme lui. Mais c'est un petit peu moins performant, mais il est en tête. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, c'est pas lui c'est lui qui s'en tire le moins mal, on va dire, parce que Quartararo, là, il se refait un peu la cerise, il était plus devant. Après, moi, je serais intéressé pour savoir ce qui s'est passé exactement sur la moto, parce que ça peut arriver un problème de liaison avec la moto et qu'il n'y ait pas de transmission sur le dashboard, c'est possible. Maintenant, après, on n'a aucune preuve de tout ça, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, pour le moment, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Après, il a fait une course quand même solide. Moi, les deux qui m'ont impressionné, ça reste Mir et Bagnaia. Parce que Bagnaia, quand même, après une blessure comme ce qu'il a connu, c'est quand même pas évident de revenir. Et revenir comme ça, physiquement et mentalement, chouette, parce que quand t'as le corps meurtri et remonter comme un boulet de canon, et prendre de l'avance sur Vignales, dont on sait bien que c'est quand même pas un peintre. Ouais, clairement. Wow. Et c'est Oliveira aussi qui continue de faire des belles choses, parce que c'est 5e. C'est déjà je crois que pour Tech 3 depuis l'RKTM, si on compte pas la victoire effectivement qui est irremplaçable, une place de 5 c'est bon pour eux, donc c'est quand même c'est pas de la merde, quoi. Ouais, c'est pas de la merde, c'est une très belle course, non, parce que il chute, mais Bagnaia, il a été impressionnant. Maintenant, faut qu'il réussisse à être aussi performant, à rester, à ne pas chuter, et à jouer régulièrement les podiums, puisque là, clairement, il a montré, il a confirmé le potentiel qu'on voyait. En termes de niveau, clairement. Ouais. On peut cocher dans les tickets de compétences là, pour le bilan de l'année scolaire. Ouais. Capacité à aller très vite, oui. Capacité à doubler. Ça va venir. Parce que là, la capacité à déposer les gens comme si c'était facile.
Et bon, ça paye pas au championnat parce que bon, il a été absent et là il a chuté, donc il y a encore un petit peu beaucoup de DNF sur sa saison. Mais s'il fait une fin de saison régulièrement devant, ça peut mieux le replacer au championnat et pourquoi pas être intéressant pas pour jouer le titre, hein, mais pour être au moins avec les copains qui sont devant, quoi. Donc ça serait intéressant. Et puis pour Mir, quand même, ça fait 2 courses. Alors soit il est vraiment Misano, mais je crois qu'en fait il aime bien faire chier les gens en fin de course en leur piquant leur podium. Il aime bien les Yamaha. Il aime bien faire chier les Yamaha. Non mais blague à part, déjà ce qu'il avait fait la semaine dernière, c'était propre, c'était très propre, c'était très beau. C'est très fort. Ouais. C'est un très bon gestionnaire de course. Il le prouve parce que avec ce qu'il a fait encore cette semaine. Ouais. C'est c'est très propre. Quand il double les deux, c'est pour prendre la 2e place, c'est vraiment chouette. Oui, on dirait vraiment un vieux briscard. Et alors après, je pense que les gens ont tout fait d'enterrer les coéquipiers. D'aucuns disent qu'il fait beaucoup d'ombre à Rins. Oui, certes, en ce moment. Après, Rins, ça reste quand même un cadre, mais qui se vignalécise dans ses pire journée, c'est qu'il peut vraiment faire des trucs, des résultats super décevants, juste après avoir fait des étincelles. C'est ça. C'est pour beaucoup. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît aussi dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui émergent. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein, mais c'est surtout le plateau qui est quand même, à mon avis, en train de s'homogénéiser. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui ont beaucoup d'expérience et qui commencent à se faire passer. Il y a plein, on pourrait en citer plein, mais surtout il y a des pilotes jeunes, comme tu l'as dit, qui sont dans leur 2e année, comme Quartararo, Mir, Morbidelli peut-être un petit peu moins, mais Oliveira parce qu'il a eu un début de saison un petit peu plus compliqué et un petit peu moins devant, mais clairement c'est des pilotes qui sont en train de passer des caps importants. Et ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer déjà d'une part sur la fin de saison et sur les années prochaines, parce que ça va se signer. Et typiquement, ce qui se passe chez Suzuki avec Mir, qui est en train de prendre la mesure de Rins. Après, il y a la blessure de Rins qui est là, son problème à l'épaule, donc qui est pas facile à gérer, on va dire. Ouais. Mais moi je pense que Rins il va encore faire le dos rond un petit peu la fin de saison, donc faudra voir à être très vite performant en 2021 quoi, pour lui. Oui, et puis c'est vrai que dès leur 2e, alors pour les plus balèzes dès l'année de rookie, mais dès la 2e année là, les jeunes pilotes ils sont crédibles pour une victoire. Moi il m'a pas semblé que c'était comme ça il y a quelques années. On avait l'impression qu'il fallait 3 bonnes années bien tapées avant de faire des top 5. Et là, zou. Il y a une arrivée à maturité beaucoup plus précoce. Ouais. Ça doit pas être dû que au Moto 2 qui a évolué. Il doit y avoir, je sais pas, du coaching, ou c'est peut-être juste une année faste, hein, je sais pas. Mais c'est agréable parce que ça permet d'éviter que les barons se partagent c'est pas Yalta, quoi. C'est pas tu prends laquelle, 1, 2 ou 3. Bon, l'autre con, Marquez, tu prends là une année de ta gueule. Qui est-ce qui fait top 5 alors? Toi, t'as fait toi... Non, là, c'est vrai, c'est pas... C'est encore plus difficile de faire des pronos qu'avant. Déjà qu'avant, c'était pas facile. Mais là, avec tous les jeunes, ça fait plaisir. Après, on va être obligé de parler... on va laisser un petit mot sur Honda, quand même, qui est... Ouais. Qui fait un Grand Prix, j'aurais tendance à dire, historique pour cette année. Oui. Non, c'est vrai que Marquez finit pas dans les tréfonds. Et Nakagami fait 6, Marquez fait 7, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai. Oui, alors... On pourrait presque avoir l'impression qu'on se moque, mais en fait, c'est vraiment premier degré, parce que quand on voit le début de la saison, je peux pas penser que le HRC est foncièrement content de ce résultat, mais peut-être un peu soulagé que ce soit moins la loose que d'habitude.
Bah là, je regardais justement un tout petit peu avant l'épisode. Marquez est seulement à 4 points du nombre de points marqués par Lorenzo l'année dernière. Ah oui, non, là, je ne pointais pas Marquez ou autre pilote. Je parle d'Alex. Hein. Oui, non, j'entends bien. Mais plus, ouais, le fait que l'écurie galère à mort, enfin l'écurie, le constructeur. Parce que il y a aussi le fait que Crutchlow est absent, mais c'est pas que ça. Quand même. Faut pas déconner. Leur moto, il y a un entonnoir de merde. Ouais. Alors, c'est vachement dur à dire parce qu'en fait, effectivement, Alex Marquez et Bradle, quand il est là, tu peux pas trop savoir ce qu'ils valent vraiment. Donc, est-ce que la moto est si dégueulasse qu'on le dit? C'est bon, ça a l'air. Spoiler, oui. Hein. Ouais, mais c'est. Avant, j'avais aussi l'impression qu'il y avait des gens qui voulaient un peu. Tu sais, quand il y a un roi, il faut toujours l'abattre. Hein, que dire que, ouais, Marquez, finalement, on fait chier parce que, en fait, ça se voit pas qu'on a nul. Bah, ouais, ça fait penser à Stoner qui faisait gagner Ducati, puis après, quand quelqu'un essayait, il n'y arrivait pas. D'ailleurs, ce diable de Stoner a aussi fait gagner Honda, tiens, quand j'y pense. Alors, en fait, en gros, il leur faut un extraterrestre à Honda. Bah, ils l'ont. Oui, non, mais ils l'ont. Pas en ce moment. Non, pas en ce moment, mais c'est vrai que là, les faits ont donné raison au Cassandre qui disait que la moto ne valait que si elle était dans les mains d'un extraterrestre. Alors, revient pour la 700e fois la question de si tu fous n'importe quel Brel à Marquez, est-ce qu'il bute tout le monde? Je commence à le penser. En fait. Après, des n'importe quel Brel, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Oui, en plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise bécane. Ouais, c'est vrai. Oui. Non, mais genre, ouais, une Yam, en même temps, les Yam gagnent. Donc, oui, il n'y a pas de bécane. Bah, allez, une Aprilia, quand même. Hein. Je te laisse le dire. Hein. Marqué sur une Aprilia. Je verrais bien une Marcel Béliveau où il se grimerait, tu sais. Ouais, il se déguiserait et tout. Puis, à un moment, il déboîte tout le monde. Il y avait une vidéo qui n'était pas une Marcel Béliveau, mais qui était quand il y avait un joueur NBA qui s'était déguisé en papy. Sur un playground. Et il commençait soft pour pas que ça se grille trop vite. Bah oui. Mais après, il claquait un dunk carrière. Ça, c'est bon. Non, arrêtons de fantasmer. Oui, est-ce qu'on saura un jour? Je suis pas sûr si Marquez peut gagner sur autre chose, parce que peut-être qu'il fera toute sa carrière là, et puis tant mieux pour lui. C'est possible. Ouais, là, les Honda... du haut de mon incompétence, j'ai quand même tendance à dire que c'est de la grosse merde. Grosse merde, on s'entend à piloter, parce qu'on a bien vu aussi que des motos impilotables n'est pas forcément mauvaise, mais si tu peux pas mettre quelqu'un dessus pour qu'il gagne, ben tu gagneras jamais. Donc, et même si elles se font du 600 en ligne droite, hein, ou justement, ou alors qu'elles tournent sur place. Mais si un humain ne peut pas la gérer, tant pis. C'est comme les fameux tours parfaits, tu sais, ils s'amusent. Je trouve ça assez con comme stat. Enfin, non, ça montre si t'as vraiment fait un tour de ouf, mais ils se font les passages idéaux de partout, ils font un faux tour recomposé en mettant le temps ultime qui peut être atteint par le pilote. Ouais. Tu sais, s'il a fait une section 1 comme ci, à un autre moment de 3. Alors, en gros, c'est un truc que normalement tu peux pas atteindre, mais c'est ce vers quoi tu tends. Et oui. Donc, voilà. Si tu tends vers le fait d'avoir une bécane qui est parfaite mais que personne ne maîtrise, ça sert à rien. On va parler des courses à Barcelone en Superbike et en Supersport. Donc en Superbike, la course 1, c'est Rea qui s'impose devant Redding et Davis. En course sprint, on a Van der Mark qui s'impose donc sur Yamaha devant Rea et Baz. Donc Baz qui fait un très beau podium, hein, encore une fois sur une course sprint. Il avait une seule semaine avant. Oui. Ouais. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Et en course 2, donc c'est Chaz Davis qui gagne devant Van der Mark et Gerloff. Folger, pour le coup, a fait 12e, 10e et 11e. Donc des résultats pour une wildcard qui sont déjà, fameux. Il finit. Mais c'est prometteur. Mais c'est vrai que ça doit lui faire bizarre à Folger de passer du championnat allemand au World. Je dis pas qu'ils sont pas bons en Allemagne, mais de national au World... Ouais, je pense que... Puis là, c'est pas mal quand même. Ouais, accroché... Bah oui, parce que
il finit pas avec des tours de retard, quoi, déjà. Oui, voilà. Ça permet de jauger le niveau du gars, puisqu'on parle d'un retour en Superbike, donc on va voir ce que ça va donner. Au général, donc on a Rea qui est toujours en tête avec 290 points, devant Redding 239, et Davis, donc le second pilote officiel Ducati, se place à la 3e place avec 188 points. Donc il y a quand même une marge qui s'est créée, hein, il y a 51 points entre Rea et Redding, mais ça peut aller assez vite en un week-end. Après, on connaît Rea sur sa capacité à gérer les courses, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, on peut parler de Rea aussi, parce qu'il a fait un truc sympa, même si c'est la marque Kawa, je pense que il n'était pas obligé, il est allé voir Anna Carrasco à l'hosto, et soit c'est lui qui a tweeté, soit c'est elle, je sais plus, mais en gros, ils ont posté du style on t'oublie pas, machin. Ce qui est quand même cool, parce que je savais qu'ils se connaissaient et qu'ils s'appréciaient, mais c'est assez cool. Et puis voilà. C'est le bon gars, Rea. Rea, il y a eu plusieurs images de tous les deux en train de faire des tours de reco le jeudi sur les circuits. Donc, ils sont tous les deux pilotes Kawa et ils sont pas. Enfin, ouais, il y a. Mais tu vois, le fait qu'il aille à l'hosto plutôt que de dire get well soon, ce qui est déjà très bien. Ouais. C'est quand même assez cool. Et je pense... Ouais, puisqu'elle a pris cher quand même. Ouais, ça m'a emmerdé parce que elle a un super niveau en SSP300 et comme c'est une fille, ça m'embête qu'elle disparaisse du plateau pour cette année. Le mieux, c'est qu'elle est... Alors, ça me fait marrer parce que les gens disent tout va bien, mais t'as quand même 2 vertèbres pétées qu'il faut opérer, quoi. Donc tout va bien. C'est compliqué, T'es pas mort, quoi. C'est relatif, ouais. C'est relatif. Ah ouais, tout va bien, t'inquiète. Non, mais elle va bien pour quelqu'un qui s'est fracturé de vertèbre. C'est ça. On va parler aussi du Supersport 600. En course 1, on a eu un fait assez singulier, puisque c'est Verdoya qui remporte une course. Mais bizarrement, quoi. Ouais, les circonstances font qu'il commence à pleuvoir, donc les pilotes rentrent pour changer de pneus. Sauf que tout le paddock va s'arrêter en 3 tours, on va dire, pour changer les pneus. Alors il y a eu une très belle bagarre entre Mayas et Smith qui avaient pris la tête à ce moment-là sous la pluie, et il y en a pas un des deux qui voulait lâcher le morceau. C'était vraiment chouette la bagarre entre les deux, et ils ont décidé de s'arrêter au stand. Sauf que Verdoya ne s'arrête pas et qu'il est le seul à ne pas s'être arrêté pour changer de pneu, pour passer des wets. Et là, il se met vraiment à tomber, mais une averse complètement dingue. Et la direction de course décide d'arrêter la course, donc drapeau rouge. Et étant donné qu'ils avaient passé les 2 tiers de course, et la course est arrêtée et c'est Verdoya qui remporte cette course. Donc le jeune pilote du Blue Crew Yamaha, qui avait déjà marqué quand même quelques points depuis le début de saison, et là il a pris des risques, il a pris un gros pari, il a gagné. Ah ouais, c'est presque drôle, enfin c'est pas drôle pour ceux qui étaient au stand, mais en gros j'ai vu de la lumière, je suis resté sur la piste, drapeau rouge, que vous dites, j'ai gagné, bon, ok. Voilà. Non mais moi je trouve ça génial, c'est des fun, ça fait des fun facts. Ouais, puis ça fait donc Smith qui fait 3e, ramène un nouveau podium au GMT, et donc Mayas lui fait 2e. En course 2, on reprend là pour le coup les bonnes habitudes, puisque Locatelli l'emporte devant Mayas et Eutel, et pour le coup Locatelli est titré à 4 courses de la fin, puisqu'il a 263 points et que Mayas en a 159. Donc il a pris la 2e place à Cluzel qui en a 146. Donc voilà, il y a 104 points d'écart. Donc c'est fini. Mais est-ce que la direction de course va décider de lui enlever un cylindre? Déjà qu'ils ont ouvert son moteur pour voir s'il n'y avait pas des gremlins dedans qui pédalaient c'est ça. à sa place. On a Perolari 6e au général avec 96 points et Verdoya qui est 14e avec 33 points. Voilà, donc on a fait le tour de ce week-end en attendant le prochain qui arrive très très vite puisque c'est le week-end prochain. Oui, non, ils vont être sur les rotules, les équipes et les pilotes. Ah ouais, ça va être compliqué. Nous on est ravis. On est un peu sur les rotules aussi. Ouais.
il faut suivre. Tout, on a bien vu que j'étais à la rue, mais non, ça fait vraiment plaisir, surtout que ça succède à une disette pendant le confinement. Donc là, on est en mode popcorn. Je vais m'acheter une machine à popcorn, mettre dans le salon. Voilà, pour le prochain Grand Prix de Barcelone. Yes. Le 27 septembre, donc le week-end prochain. Sur ce... Eh bien, à la semaine prochaine, pour le coup. Ouais. Bah ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Allez. Dormez bien. Ouais, salut à tous. Tchuss.